La dernière fois, nous avons abordé la manière dont s'est déroulé le tournage de l'Armée des 12 singes. À présent, nous allons parler des personnes à l'origine du succès du film. Pour réaliser l'Armée des 12 singes, Gilliam va s'entourer d'une équipe technique qui saura appréhender au mieux sa vision. Au cadre, on retrouve Roger Pratt, fidèle collaborateur de Gilliam depuis Sacré Graal, mais aussi Craig Hagensen, qui a souvent travaillé avec Adrian Lyne et notamment sur l'échelle de Jacob. À la direction artistique, on retrouve William Ladd-Skinner, qui s'est déjà fait la main auprès de Steven Spielberg et Ridley Scott, et qui va rapidement devenir un incontournable sur les grosses productions, officiant sur plusieurs films de Michael Bay, ainsi que sur les 3 premiers Pirates des Caraïbes et autres blockbusters tels que Trône l'Héritage, Battleship et The Amazing Spider-Man. Mais l'une des plus grandes forces du film vient de ses scénaristes. C'est un tournant important dans la carrière de Gilliam, puisque c'est la première fois qu'il cède entièrement l'écriture sur un projet. Les scénaristes du film sont le couple Peoples, David et Janet. David, qui avait déjà écrit les versions finales de films tels que Blade Runner de Ridley Scott en 1982 et Impitoyable de Clint Eastwood en 1992, est abordé par Charles Roven pour écrire ce remake de La Jetée. D'abord réticent à l'idée de toucher un pareil chef-d'œuvre, il finit par accepter, mais doit trouver un angle original qui lui permettrait d'aborder cette histoire sans faire un bête copier-coller du film de Chris Marker. Il réalise alors que l'héroïne de La Jetée accepte tout simplement les allées et venues du héros à travers le temps sans jamais se poser de questions. Le couple de scénaristes sent qu'il tient quelque chose, et travaille alors sur la manière dont Cole et ses prédictions apocalyptiques sont perçues par ceux du passé, généralement avec incrédulité. Et 1997, il y a eu plus de 5 milliards de morts. Seul 1% d'entre nous ont survécu. Et vous allez nous sauver, monsieur Cole ? C'est ainsi que le mythe de Cassandre s'immisce dans le film. Cassandre est la fille de Priam, roi de la ville de Troie et donc la sœur de Paris. Apollon, séduit par sa beauté, lui offre le don de prophétie. Mais lorsqu'elle se refuse à lui, il décide de faire de ce don une malédiction. Aussi juste que soient ses prédictions, elle ne pourra jamais être prise au sérieux. Elle prédit ainsi l'enlèvement d'Hélène par son frère, marquant le début de la guerre. Elle met en garde ses concitoyens contre le subterfuge du cheval de Troie, et annonce même sa propre mort et celle d'Agamemnon des mains de Clytemnestre, sans jamais pouvoir y changer quoi que ce soit. Il sera plusieurs fois fait référence à Cassandre dans le film. Par exemple, lorsque Catherine, lors d'une conférence publique, expose la nature du mythe. Le complexe de Cassandre, comme nous l'appelons. Syndrome bien connu des spécialistes. C'est dans un premier temps James qui endosse le rôle de Cassandre, tentant d'alerter Catherine de la menace à venir. Personne ne va mourir. D'accord ? Et vous n'allez pas sauver le monde. Vous délirez. Vous avez fabriqué tout ça dans votre tête. Non. Incrédule dans un premier temps, elle finit pourtant par le croire et tente à son tour d'enrayer la propagation du virus sans succès. Ses débordements en pleine rue, lorsqu'elle tague un avertissement sur le mur du quartier général de l'Armée des 12 singes sous les regards sceptiques des passants, évoquent Cassandre en transe et prise pour folle par les Troyens. Malgré la vérité que détiennent les deux personnages, ils sont dans l'incapacité totale d'être pris au sérieux et se retrouvent profondément marginalisés, tout comme l'a été Cassandre. Le film pose à ce moment-là la question du déterminisme. C'est ce qui ressort de la fin du film et de sa boucle temporelle, plus encore que dans La Jetée de Marker. Le héros de La Jetée ne tente à aucun moment d'altérer la ligne du temps, tandis que Cole et Catherine, si. Cole tente d'arrêter le Dr Peters, et ce faisant, entraîne la chaîne d'événements qui va le faire assister à sa propre mort. Il a la capacité de voyager dans le temps, et donc d'influer sur ce dernier, pourrait-on croire. Il est pourtant voué à se retrouver pris au piège d'une boucle temporelle qui est par nature déterministe. Le virus est en train d'être libéré, le passé n'a donc pas pu être altéré. Mais l'intervention de la scientifique de 2035 dans l'avion reste bien mystérieuse et ouverte à interprétation. Elle peut tout aussi bien être là pour récupérer des informations visant à concevoir un vaccin, ou au contraire assister à la propagation du virus et asseoir sa position de leader dans le monde souterrain du futur. Gilliam ne nous donne pas la réponse, et nous renvoie la balle. Gilliam, tout comme l'a fait Marker, tisse des liens très forts avec Vertigo, à tel point que les 3 films se répondent. Ils sont tous 3 basés sur une structure similaire, celle de la boucle, et mettent en scène un réseau de personnages conçus sur le même modèle. Un couple de héros qui tombent profondément amoureux, mais dont la relation est soumise à la fatalité, et une autorité supérieure qui aliène et instrumentalise le héros. Elster et son plan machiavélique pour Vertigo, les vainqueurs de la Troisième Guerre mondiale pour La Jetée, et le petit groupe de scientifiques de 2035 pour l'Armée des 12 singes. Gilliam, contrairement à Marker, va explicitement citer sa source. James et Catherine, pour échapper à la police, se réfugient dans un cinéma de quartier qui diffuse ce jour-là un marathon des films d'Alfred Hitchcock. L'Inconnu du Nord Express, La mort aux trousses, Psychose et bien évidemment Vertigo. C'est sans aucune mise en contexte préalable que l'on saute d'un film à l'autre et que l'on atterrit à Muir Woods, face à la coupe de Sequoia. Vertigo mène à La Jetée mène à l'Armée des 12 singes et l'Armée des 12 singes nous ramène à Vertigo. Gilliam insère ici la scène autour de laquelle se cristallisent les 3 films, bouclant ainsi la boucle.
Il profite de cette scène pour faire dialoguer James Stewart et Bruce Willis. L'intertextualité entre les œuvres se manifeste concrètement, et les réflexions de Cole, influencées par Vertigo, évoquent grandement la vision du cinéma de Marker, et son rapport à la mémoire, comme nous avons pu le voir dans les épisodes précédents. Gilliam en profite pour évoquer l'une des thématiques de son film, Cassandre encore une fois, et l'impossibilité pour le héros d'influencer un passé déjà écrit. Pour Cole, l'issue sera toujours la même. Que ce soit sous la perspective d'un enfant de 10 ans ou de celle d'un adulte, la scène de sa mort sera toujours rejouée ainsi à l'infini. Le film est toujours le même. Il ne change pas. Mais à chaque vision, il semble différent parce qu'on est différent. Ainsi, les visions récurrentes de Cole à l'aéroport vont être différentes tout au long du film. Ses souvenirs datent d'il y a 30 ans et sont imparfaits. C'est pour cette raison, par exemple, qu'il intègre Jeffrey Goins à sa vision, peu de temps après l'avoir rencontré, le rendant coupable de la libération du virus, alors que c'est en réalité le Dr Peters qui en est responsable. Comme si la référence à Hitchcock n'était pas suffisamment explicite, Gilliam va enfoncer le clou. Catherine, afin de dissimuler son apparence auprès de la police, va enfiler un imperméable et une perruque blonde. Le personnage joué par Madeleine Stowe devient à ce moment l'incarnation de la blonde Hitchcockienne, dans une scène qui doit beaucoup au maître du suspense. Mais la référence n'est pas gratuite. Dans Vertigo, c'est en effet par cette transformation que doit passer Judy Barton, qui est brune, pour devenir Madeleine, et se conformer aux souvenirs de Scotty. C'est exactement ce que fait Catherine, qui, sans le savoir, endosse l'apparence qu'elle a dans les visions de Cole. C'est d'ailleurs à ce moment-là, avec la musique de Bernard Herrmann en fond sonore, que Cole prend conscience qu'elle est la femme de ses rêves, et que leurs destins sont intimement liés. Cette anamnèse, c'est-à-dire la perte de l'oubli, ne pourrait avoir lieu à un meilleur moment que lors de la diffusion de Vertigo, film par excellence sur la tentative d'invoquer un souvenir disparu, de réparer une mémoire brisée. Enfin, c'est de cette scène que va découler la conclusion de l'Armée des 12 singes. Un peu plus tôt dans le film, les deux protagonistes sont en voiture, et une publicité vantant le tourisme en Floride passe à la radio. Cole confie alors à Catherine n'avoir jamais vu l'océan. C'est en relevant la tête vers l'écran de cinéma et en voyant Kim Novak et James Stewart s'entretenir sur une plage que Catherine se remémore cette conversation. Elle lui propose alors de fuir sur les plages de Floride. C'est ainsi Alfred Hitchcock qui scelle le destin de nos deux héros, les conduisant à l'aéroport où aura lieu le dénouement tragique que l'on connaît. Même si c'est cette scène à l'intérieur du cinéma qui est le point d'orgue liant les trois films, on retrouve dans l'Armée des 12 singes d'autres passages très similaires à Vertigo et qui poussent la logique d'Hitchcock jusqu'au bout. Si Madeleine semble s'évaporer derrière un arbre lors de la scène de Muir Woods, alors Gilliam fait littéralement disparaître Cole dans les bois. La forêt est une thématique récurrente dans de nombreuses œuvres, notamment les contes de fées, et est une métaphore de la perte de soi. C'est le lieu où l'on s'égare. Égarement dans le temps, dans le cas présent, mais aussi égarement mental. C'est en effet lors de la scène de Muir Woods que Madeleine commence à s'ouvrir sur son trouble intérieur. Et c'est lors de la scène dans la forêt que Cole commence sérieusement à douter de sa santé mentale. C'est extraordinaire que je sois fou. Ça voudrait dire que le monde est sauvé. Le contexte dans lequel s'inscrit le film est radicalement différent de celui de La Jetée. Dans l'Armée des 12 singes, l'homme est toujours responsable de sa propre destruction. Mais c'est cette fois l'omniprésence de la science et de la technologie qui est vivement critiquée par Gilliam. Dans le monde du futur, ce sont les scientifiques qui prennent le pouvoir. Le film ne nous donne qu'un aperçu très resserré de ce à quoi peut ressembler la vie dans cet univers post-apocalyptique, et uniquement du point de vue de Cole. Tout y est sale, glauque, tordu, et la sensation d'oppression est renforcée au moyen d'un objectif fisheye. Cet objectif à très grand angle, que Gilliam apprécie particulièrement, distord l'image, brise les angles, et a notamment été utilisé par Kubrick sur 2001 l'Odyssée de l'espace, pour représenter la vue subjective de l'ordinateur HAL 9000. On peut aussi voir dans l'Armée des 12 singes une direction artistique proche de celle créée par Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro dans des films tels que Délicatessen en 1991 et La Cité des enfants perdus en 1995. Jeunet est un ami de Gilliam et grand admirateur de Brésil. Ces deux réalisateurs se seront influencés mutuellement et ont une vision très proche du cinéma. Terry Gilliam dit la même chose que moi. Quand on a fait de l'animation, on peut tout faire soi-même. Après, quand on fait des longs métrages, on se rend compte qu'il y a des gens beaucoup plus doués que vous dans chaque domaine, et que c'est un vrai bonheur de voir des décors ou des costumes 10 fois meilleurs que si vous les aviez fait vous-même. Je me sens comme un peintre et j'ai envie de tout contrôler. J'ai envie que l'image de mes films soit la mienne, pas celle de la réalité, ou alors je ferai du documentaire. Reproduire les lumières blanches de Paris, c'est la mode aujourd'hui, et ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère que la couleur, ce soit nous qui la trouvions, que ce soit notre regard sur le monde. Terry Gilliam aussi a ce regard. J'aime bien les réalisateurs qui ont un regard, un style, quitte à lasser plus vite. Ça, c'est le danger, car il y a le risque de refaire les mêmes choses. Mais revenons-en à l'Armée des 12 singes et à son futur crasseux, où l'on nous montre des prisonniers sans jamais nous dire quels sont leurs crimes, au point de se demander s'ils en ont commis un, et si prisonnier n'est pas devenu une simple strate sociale supplémentaire.
Tout comme les Landgoins à la fin du film, ceux-ci sont maltraités et enfermés dans des cages. Plutôt ironique quand on sait que ce sont maintenant les animaux qui évoluent librement à la surface. Ces derniers, victimes des expérimentations des hommes en 1996, récupèrent finalement la planète qui leur est due et évoluent à présent librement en plein centre-ville de Philadelphie. Ce sont maintenant les hommes qui vivent en cage et sur lesquels on pratique des expérimentations, en l'occurrence sur le voyage dans le temps. Gilliam fait ainsi se répondre 1996 et 2035 par un jeu de miroir, car le passé n'est pas beaucoup plus reluisant que l'avenir. En témoignent les scènes à l'asile, où les patients sont surmédicamentés par un groupe de psychiatres tout-puissants, qui évoquent les scientifiques de 2035. Le film n'est pas un laïus anti-technologie. Gilliam nous rappelle simplement que la science est capable de se fourvoyer, car elle est le fait d'hommes et de femmes faillibles. Les scientifiques de 2035 se trompent d'époque à 2 reprises lorsqu'il s'agit d'envoyer Cole dans le passé, et le propulsent en pleine Première Guerre mondiale. Confrontés à leur erreur, ils éludent ou minimisent le problème, refusant d'admettre leur faute. Vous vous êtes trompé d'année, c'était 1990. 90? Vous êtes sûr de ce que vous dites? À quoi avez-vous employé votre temps, Cole? Vous êtes offert de la drogue? Des femmes? La Jetée a été réalisée en 1962. Seulement en 1995, la guerre froide est finie et les politiques anti-prolifération nucléaire commencent à voir le jour. Les scénaristes doivent réactualiser les enjeux du film. De nouveaux problèmes préoccupent l'humanité, et parmi tant d'autres, il y a la question d'une pandémie à l'échelle mondiale. Le film sort un an à peine après une épidémie d'Ebola au Zaïre. Ce virus avait déjà fait l'objet de tentatives de récupération par la secte Aum Shinrikyo en 1992. Aussi terrifiant que cela puisse paraître, l'instrumentalisation d'un virus à des fins terroristes n'arrive pas qu'au cinéma. Mais au milieu des années 90, c'est surtout le sida qui est au cœur de l'actualité. Ce virus n'est clairement identifié que depuis une quinzaine d'années lorsque Gilliam réalise l'Armée des 12 singes. Les cas de VIH sont de plus en plus nombreux, et les trithérapies qui amélioreront significativement la durée et les conditions de vie des séropositifs n'apparaîtront que quelques mois après la sortie du film. Pas étonnant dans ces conditions que la combinaison que porte Bruce Willis pour pénétrer à la surface en 2035 ressemble à un préservatif géant. Dans le monde de 2035, tout ce qui a trait aux relations interpersonnelles semble rationalisé en fonction de l'épidémie. Les cages individuelles dans lesquelles sont enfermés les prisonniers empêchent tout contact. La peur du virus entraîne une mise à distance de l'autre, et Gilliam dénonce bien plus que la menace bactériologique, ou les dérives de la science. Il dénonce l'hystérie de masse et la peur collective qui pousse les hommes de 2035 à se réfugier sous l'autorité d'une dizaine de scientifiques et à vivre dans de telles conditions, renonçant à leur humanité et renonçant aux autres. Dans un univers pareil, quelle place est laissée à l'amour ? Lorsqu'on parle de Terry Gilliam, on pense immédiatement à ces univers baroques, grotesques et oppressants. Mais l'homme a un cœur, et les relations humaines sont au centre de son œuvre. La relation qui unit Catherine et Cole est d'une intensité remarquable. Catherine fait preuve d'une bienveillance profonde à l'égard de ce dernier, cela dès leur première rencontre, et une puissance supérieure semble attirer le couple l'un vers l'autre, ce qui s'avère finalement être le cas. Pourchassés par 2 époques différentes, les 2 personnages quittent leurs univers respectifs et renoncent même à sauver le monde pour être ensemble. C'est lors de leur fuite que le destin les rattrape. En tentant d'arrêter le Dr Peters, Cole se fait abattre sous les yeux de Catherine. Celle-ci remarque alors un enfant. Elle réalise qu'il s'agit de Cole jeune et lui sourit, apaisée. Elle comprend que c'est ce moment qui unit leur destin. Même si la mort de Cole fait partie intégrante de la boucle temporelle, c'est aussi le cas de leur amour, qui acquiert une dimension éternelle comme dans La Jetée. L'amour pour échapper à l'oppression. C'est une des thématiques chères à Gilliam que l'on peut retrouver dans plusieurs de ses films, Zéro Théorème par exemple, mais surtout Brazil. L'univers de Brazil est profondément marqué par celui de 1984, à tel point que Gilliam envisagea un moment de nommer son film 1984 et demi, en raison du roman, mais également en raison de 8 et demi, de Federico Fellini, réalisateur qu'il estime plus que tout. Dans le roman de George Orwell, il est là encore question d'un état totalitaire que 2 êtres, un homme et une femme, vont remettre en question en tombant amoureux, en dehors des normes établies par la société. Un schéma assez récurrent finalement dans les œuvres de ce genre. On ne peut pas terminer sans parler de la série 12 Monkeys. Lancée le 16 janvier 2015 sur Sci-Fi, elle met en scène Aaron Stanford dans le rôle de James Cole. Oui, vous avez bien reconnu Pyro de la saga X-Men. C'est Amanda Schull qui incarne cette fois le Dr Riley, rebaptisé Cassandra pour l'occasion, et qui passe commodément de psychiatre à virologue réputé. Enfin, on retrouve Emily Hampshire dans le rôle de Jennifer Goins, le personnage incarné à l'origine par Brad Pitt devenant une femme dans la série. Pour reprendre les dires des 2 créateurs du programme, Terry Matalas et Travis Fickett, il s'agit d'une refonte totale du concept de l'Armée des 12 singes, plus que d'un simple remake. Et c'est en effet le constat qui s'impose après 13 épisodes. La série parvient à trouver sa propre identité, indépendamment du film d'origine. Pourtant, tout y est.
le virus mortel, le passage à l'asile, et même les plages de Floride dont rêvait à l'origine Bruce Willis. Les scénaristes passent tous les éléments du film au shaker, et redistribuent les cartes de manière plutôt cohérente, sans vraiment tomber dans la référence facile au film de 1995. Format oblige, l'histoire s'étend dans tous les sens, multipliant les péripéties, que ce soit en 2015 ou en 2043, les deux époques auxquelles se produisent les événements du show. La boucle temporelle et le prédéterminisme sont présents d'une manière assez différente que dans l'œuvre originale, et la fin sous la forme que l'on connaît n'est pas abordée. La deuxième saison est en cours de diffusion au moment de la sortie de cet épisode, et s'offre une invitée de marque en la personne de Madeleine Stowe, qui joue pour l'occasion une patiente dans un hôpital psychiatrique à la fin des années 50. La série a encore beaucoup de secrets à révéler, et on ne va donc pas en parler plus en détail. On vous laisse vous faire votre propre opinion, mais sachez que malgré des débuts assez expéditifs, la série se laisse suivre, et offre un feeling assez proche des shows à mystère et à intrigue à tiroir que l'on pouvait trouver à la télé au début des années 2000. Vertigo, La Jetée, L'Armée des 12 singes, autant d'œuvres qui jouent avec la notion de boucle temporelle et élèvent le concept à sa maturité. Pas étonnant qu'il soit devenu si populaire auprès de nombreux auteurs et réalisateurs qui se plient volontiers à l'exercice de style. Mais le remake lui-même ne permet-il pas au final de répéter un film, et donc de former une boucle dans l'histoire du cinéma ? C'était la dernière partie de notre dossier Total Remake sur La Jetée et l'Armée des 12 singes. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur notre page Facebook et sur Twitter. Et si vous voulez nous soutenir dans les futures productions, Tipeee est là. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et je vous propose de finir par un petit récapitulatif. À bientôt!